Il faut vraiment prendre un instant pour imaginer la dernière fois qu'un achat a été déclenché, presque inconsciemment, juste par l'apparence d'un emballage. Un coffret cartonné avec une lourdeur rassurante ou un pelliculage incroyablement doux sous les doigts. Ah oui, avec peut-être ce léger reflet métallique sur le logo qui accroche l'œil à l'autre bout du rayon. En fait, ce n'est absolument pas un hasard. Non, exactement. C'est un processus hautement technique, conçu avec une précision scientifique, et cette analyse d'aujourd'hui nous emmène pile à l'endroit où l'on apprend à construire ces expériences sensorielles fascinantes. Tout à fait. C'est la fameuse classe de seconde de la famille des métiers des industries graphiques et de la communication. C'est un point de départ vraiment idéal pour notre discussion. Absolument, parce qu'on oublie très souvent que derrière chaque affiche de film éblouissante, chaque magazine prestigieux ou chaque étiquette de vêtements luxueuse, il y a des processus industriels d'une complexité énorme. Ouais, et l'objectif de notre exploration, c'est de décortiquer cette formation. On va regarder ce qui se passe réellement à l'intérieur de ces ateliers. C'est ça. Comment des adolescents qui ont surtout l'habitude de consommer passivement des images sur un écran vont apprendre à maîtriser la matière physique, la chimie et les pixels. Pour créer des produits tangibles, ouais. C'est une vraie métamorphose pour eux. J'avoue que j'ai toujours eu une idée très simplifiée de tout cela. Dans mon esprit, la création graphique moderne, c'était concevoir une belle image sur un ordinateur, exporter un fichier et l'envoyer vers une énorme machine autonome. C'est une perception extrêmement courante, tu sais, mais la réalité est infiniment plus riche qu'un simple clic sur un bouton d'impression. Ah bon? L'industrie graphique a encore tant de secrets mécaniques à notre époque du tout numérique? Bah, en fait, l'industrie graphique moderne est une fusion stratégique permanente. Bien sûr, la communication sur écran est incontournable pour attirer l'attention instantanée, mais l'imprimé, lui, crée l'ancrage. L'ancrage, d'accord. C'est-à-dire? Face au déluge de contenu numérique éphémère, le support physique offre des qualités uniques. Il y a la permanence, la fiabilité de l'information et surtout ce sentiment de possession. Ah oui, tenir un beau document entre ses mains crée une valeur perçue que les écrans ne peuvent absolument pas imiter. Exactement. Les entreprises recherchent donc des créateurs capables de penser des campagnes globales. Ils doivent allier l'impact du virtuel à la puissance tactile du réel. Du coup, pour essayer de visualiser cette immense chaîne de production, je dirais que cela ressemble à une grande course de relais très particulière. Une course de relais? J'aime bien cette image. Ouais. Imagine que dans cette course, le témoin que les coureurs se passent change d'état physique à chaque étape. Il naît sous la forme d'une pensée numérique, de pures lignes de code sur un écran. C'est ça, la première étape. Ensuite, ce code est gravé chimiquement sur des plaques de métal. Puis, il est pressé physiquement sur du papier avec des encres liquides et des cylindres gigantesques. Et pour finir, il est tranché et plié par des lames d'acier. Voilà. Et si un seul maillon de cette chaîne fait tomber ou déforme ce témoin métamorphe, l'objet final est entièrement compromis. Cette image illustre parfaitement la rigueur du processus. Imagine que tu lances une campagne pour une grande marque de vêtements de sport, par exemple, avec une nouvelle chaussure. D'accord, je vois très bien. L'équipe graphique doit imaginer des visuels animés pour les réseaux sociaux, certes, mais cette même identité visuelle doit se décliner sur l'étui rigide qui protège les chaussures. Ah oui, et sur les étiquettes cartonnées attachées au lacet avec une dorure bien spécifique. Exactement. Et sur les affiches monumentales destinées aux abribus? C'est la maîtrise de cette chaîne complète de transformation que les élèves viennent acquérir dans cette filière. C'est passionnant, mais cela soulève quand même une question assez évidente. On parle de manipulation chimique, de conception numérique, de machines industrielles coupantes. C'est une sacrée montagne de compétences, ouais. Comment peut-on demander à un adolescent de 15 ans qui sort tout juste du collège de savoir précisément vers quelle spécialité s'orienter? Eh bien, c'est toute l'ingéniosité de cette classe de seconde qu'on appelle famille de métiers. Le système retire totalement la pression de l'orientation précoce. Ah, donc ils n'ont pas à choisir tout de suite. Non, pendant toute une année scolaire, le jeune n'a aucune décision définitive à prendre sur son futur métier. Il a le temps d'explorer, de tester chaque poste de cette fameuse course de relais. Il découvre l'éventail complet des possibles pour comprendre ses propres affinités, en fait. C'est exactement ça. Avant de s'orienter vers l'une des spécialités qui mèneront au baccalauréat. Très bien, regardons un peu sous le capot de ces spécialités alors. Commençons logiquement par le début de la course. La première voie possible, c'est ce que le référentiel nomme les réalisations de produits imprimés et plurimédia, avec l'option A, production graphique. L'option A, oui. C'est là que l'on manipule l'idée numérique à sa source. C'est le domaine captivant du pré-presse.
Le pré-presse. Oui. L'élève travaille sur des logiciels professionnels très exigeants pour préparer la conception numérique. Mais attention, hein, ce n'est pas simplement du dessin libre. D'accord, c'est plus technique que ça. Beaucoup plus. Il s'agit de comprendre intimement comment la lumière émise par un écran va se traduire en matière physique sur du papier. Ah, c'est la fameuse différence entre les couleurs de l'écran et de l'impression. Je me suis toujours demandé pourquoi les couleurs imprimées semblent parfois si différentes de ce qu'on voyait sur l'ordinateur. C'est un principe physique fondamental qu'ils apprennent à maîtriser. Un écran d'ordinateur projette de la lumière vers nos yeux, en mélangeant du rouge, du vert et du bleu. Oui, le fameux RVB. Voilà. Mais le papier, lui, n'émet aucune lumière. Il absorbe et reflète la lumière ambiante. Pour imprimer, on utilise donc un autre modèle, la quadrichromie. Cyan, magenta, jaune et noir, c'est ça? Parfaitement. L'élève en option A doit posséder la compétence technique d'anticiper comment ces 4 encres liquides vont se superposer en minuscules points sur le papier. Pour tromper l'œil humain et recréer des milliers de nuances sans jamais perdre l'éclat de l'image originale. C'est un vrai travail d'orfèvre numérique. Et il y a aussi cette distinction très importante entre les pixels et les vecteurs qu'ils abordent. Ah oui, j'ai appris récemment qu'un logo professionnel ne doit jamais être fait de pixels, n'est-ce pas? C'est une règle d'or. Une photographie est composée de pixels, de petits carrés de couleurs. Si tu l'agrandis de manière excessive, elle devient floue. C'est la fameuse pixelisation, très agaçante d'ailleurs. Exactement. Un logo, en revanche, doit être créé sous forme de vecteurs. Les vecteurs sont des formules mathématiques qui calculent des courbes et des lignes. Donc, grâce à ça, on peut imprimer ce logo sur une petite carte de visite ou sur une immense bâche recouvrant un immeuble de 30 étages et les contours resteront d'une netteté absolue. C'est tout à fait ça. Et c'est ce type de rigueur numérique qu'enseigne l'option A. Donc, une fois que ce fichier vectoriel aux couleurs parfaitement calibrées est prêt, il poursuit sa route. Et c'est là qu'intervient l'option B, les productions imprimées. Oui, l'option B. Ici, on quitte les écrans pour entrer dans le domaine des machines industrielles lourdes. C'est le cœur battant de l'imprimerie. Les élèves y découvrent des équipements monumentaux, j'imagine. Des presses offset, par exemple. Le procédé offset est une merveille de technologie. Et figure-toi que c'est basé sur un principe chimique d'une simplicité désarmante, la répulsion entre l'eau et les corps gras. Attends, l'impression moderne utilise le fait que l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Comment cela fonctionne-t-il concrètement à l'intérieur de la machine? Eh bien, le fichier numérique préparé par l'option A est transféré, ou gravé si tu préfères, sur une fine plaque d'aluminium. D'accord, la plaque sert de moule en quelque sorte. Sur cette plaque, les zones qui doivent contenir l'image reçoivent un traitement qui attire l'encre grasse. Et les zones qui doivent rester blanches attirent une fine pellicule d'eau. Et ensuite, quand la machine se met en marche, Lorsque la machine tourne à une vitesse vertigineuse, parfois 10 000 feuilles à l'heure, l'eau repousse l'encre des zones blanches. Ça garantit que seule l'image exacte est transférée sur le papier. c'est vertigineux de penser que cela se fait à une telle vitesse. Et l'opérateur de la machine, donc l'élève, doit maintenir cet équilibre chimique très fin tout au long du tirage. Et j'imagine que pour obtenir une image en couleur, il faut superposer les 4 encres, le cyan, le magenta, le jaune et le noir, sur la même feuille de papier qui défile à toute vitesse. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le défi du repérage. La feuille de papier passe d'un cylindre d'encre à l'autre et l'élève doit régler la machine avec une précision microscopique. S'il y a un décalage même infime, l'image est floue. Exactement. Si l'application du magenta est décalée d'une fraction de millimètre par rapport au cyan, l'image finale apparaîtra complètement floue pour le lecteur. C'est un travail mécanique d'une exigence exceptionnelle. C'est fascinant. Et une fois que l'encre est parfaitement sèche sur ces immenses feuilles de papier, le produit n'est toujours pas terminé. Nous arrivons à la 3e spécialité de la famille de métiers. Le façonnage de produits imprimés et le routage, oui. Parce que de grandes feuilles couvertes d'encre n'ont aucune utilité pratique telle qu'elle. C'est ça. Le façonnage, on pourrait dire que c'est l'architecture du papier. C'est l'étape où la matière plane prend sa forme volumétrique finale pour devenir un objet utilisable. Prenons une action qui semble basique, plier les pages d'un livre ou d'un magazine. J'ai lu des éléments sur un concept appelé l'imposition. C'est assez contre-intuitif, non? Totalement contre-intuitif. On n'imprime pas la page 1, puis la page 2. Pas du tout. Comment ça se passe alors? Imagine un magazine de 32 pages. Pour des raisons d'efficacité, on imprime 16 pages réparties sur une seule feuille de papier géante. Mais ces pages ne sont pas placées dans l'ordre de lecture. Elles sont mélangées? Elles sont disposées de manière apparemment chaotique, certaines même à l'envers. Mais
Pourquoi créer ce chaos apparent sur la feuille? Ensuite, on massicote, c'est-à-dire qu'on coupe les bords pour libérer les pages, et l'ouvrage apparaît. Le façonnage demande une logique spatiale remarquable. C'est un véritable origami industriel. Mais comment des enseignants réussissent-ils à transmettre cette logique spatiale, cette chimie de l'offset et ces mathématiques vectorielles de manière digeste? Ce n'est sûrement pas avec des cours magistraux interminables, je te rassure. Heureusement, parce qu'on imagine mal ces jeunes élèves de 15 ans assis à écouter des monologues sur la viscosité de l'encre. L'approche pédagogique choisie est profondément ancrée dans l'action. C'est la démarche de projet. Ils apprennent en construisant. Donc l'année est rythmée par des scénarios de production réalistes. Absolument. Prenons un exemple inspiré du référentiel, la création intégrale d'un livre de poésie de 48 pages, illustré avec des dessins d'enfants d'une école partenaire. C'est une commande concrète avec de véritables attentes de qualité. Et c'est en surmontant les défis de cette création que les élèves vont acquérir presque naturellement les 6 grands blocs de compétences professionnelles. Rentrons un peu dans l'atelier et suivons ce projet de recueil de poésie étape par étape. Avant même d'allumer un écran, il y a le premier bloc de compétences, la fondation. Oui, le bloc s'informer et analyser. L'équipe commence par étudier le dossier de fabrication. Que demande exactement l'école partenaire? Quel est le format choisi? Les élèves doivent sélectionner le type de papier, par exemple. Voilà. Opteront-ils pour un papier brillant ou pour un papier mat et texturé qui donnera un aspect plus authentique au dessin des enfants? Analyser cette demande garantit de partir dans la bonne direction. Et une fois ces choix validés, on passe à l'action. L'équipe en charge du numérique prépare les dessins, convertit les couleurs pour l'impression, s'assure que les polices sont bien lisibles. Puis, ils transmettent virtuellement ce travail à l'équipe responsable de la presse industrielle. Là, le deuxième bloc entre en scène, préparé et réglé. Installer une presse offset ou une imprimante numérique grand format, j'imagine que c'est une procédure minutieuse. Très minutieuse. L'élève doit calibrer les formats de papier dans la machine, ajuster les guides mécaniques, charger les bons réservoirs d'encre. Et introduire les paramètres d'épaisseur du support, j'imagine? Tout doit être organisé avec une méthode irréprochable avant même de lancer le moteur. Et lorsque la machine démarre enfin, c'est l'instant de vérité. C'est la compétence qui consiste à produire, contrôler et corriger. Et lors des premiers tests, le résultat n'est pratiquement jamais parfait du premier coup. Ah oui, si le bleu du sel sur un dessin d'enfant sort avec une teinte un peu verdâtre, que se passe-t-il? C'est là que réside l'expertise. Produire ne signifie pas simplement regarder la machine tourner. L'élève doit prélever des feuilles en cours de tirage et examiner les couleurs avec des outils de mesure optique. Il faut identifier l'origine du défaut en temps réel, en fait. Exactement. Faut-il ajuster l'alimentation en encre cyan? Le papier absorbe-t-il l'encre de manière inattendue? C'est la capacité d'intervenir et de corriger la trajectoire pour atteindre une qualité irréprochable. C'est une recherche de perfection impressionnante. Et cette situation amène à une compétence qui me semble vitale, le quatrième bloc, bien qu'invisible de l'extérieur, la communication. Le bloc communiquer, absolument. Si l'opérateur de la machine se rend compte que le défaut de couleur vient du fichier informatique initial, il doit en informer son camarade. Il ne peut pas se contenter d'un message vague du genre ton image ne marche pas, tu vois. Exact. L'utilisation d'un vocabulaire technique soutenu et précis est essentielle. L'opérateur doit pouvoir expliquer que le profil colorimétrique génère une saturation trop importante dans les tons sombres, par exemple. Cette précision dans le dialogue évite les malentendus et instaure un vrai respect mutuel entre les différents techniciens. Ça permet de résoudre les anomalies rapidement, en équipe. Le livre est maintenant imprimé avec des couleurs éclatantes, les pages sont pliées, assemblées et prêtes à être expédiées à l'école primaire. L'enthousiasme est à son comble. Mais l'histoire ne s'arrête pas là dans l'atelier, n'est-ce pas? La machine vient de tourner à plein régime, il y a de l'encre partout. Et voilà le 5e bloc. Maintenir en état les équipements. L'environnement graphique utilise des machines de haute technologie qui représentent des investissements massifs. Si les élèves laissent sécher l'encre sur les rouleaux de la presse offset après l'impression du recueil, c'est une catastrophe. Ces rouleaux seraient définitivement endommagés. Le nettoyage méthodique, la lubrification des pièces mécaniques, c'est un acte professionnel indispensable. Cela demande beaucoup de maturité. Et ce qui me frappe également, c'est l'environnement physique de l'atelier. Il y a des presses qui pèsent des tonnes. Des massicots équipés d'immenses lames en acier.
Voilà, des lames capables de trancher 500 feuilles d'un seul mouvement. C'est un milieu où la prévention est primordiale, ce qui nous amène au sixième bloc. Identifier et appliquer les mesures de prévention, oui. Les élèves apprennent à analyser leur environnement de travail pour garantir leur sécurité physique et celle de leurs camarades. Ils s'assurent que les barrières immatérielles, infrarouges des massicots sont bien actives. Et ils intègrent des gestes de travail sécurisés. C'est une responsabilité partagée qui s'étend aussi à la gestion de l'environnement, avec le recyclage des encres et du papier. En regardant l'ensemble de ces 6 compétences en action, je réalise à quel point ces projets font grandir les élèves. On leur confie des responsabilités importantes. Et pour garantir une vision complète, l'école veille à ce que chacun expérimente toutes les facettes. La rotation des postes est au cœur du modèle pédagogique. Donc l'élève qui a passé des heures à affiner la typographie du recueil sur ordinateur, la semaine suivante, il fera autre chose. Il sera peut-être désigné pour assurer le réglage de la plieuse complexe ou pour organiser le recyclage des encres. En vivant physiquement les succès et les difficultés de chaque étape, le jeune découvre intimement quelle tâche éveille son talent. C'est génial. Quand on rassemble toutes ces pièces du puzzle, on saisit toute la richesse de cette année de découverte. Ces jeunes n'apprennent pas seulement à faire de jolies affiches ou des emballages élégants. Ils apprennent à maîtriser la matière physique pour donner vie à des idées abstraites. Cette maîtrise globale des processus techniques, alliée à une compréhension fine de la création numérique, leur procure un avantage considérable pour façonner notre monde visuel de demain. Et d'ailleurs, cela m'amène à une réflexion captivante pour clore cette exploration. Je t'écoute. Nous avons vu que ces jeunes professionnels manipulent avec autant d'aisance le code numérique que la réalité tangible de l'encre et du papier. Oui, une double compétence rare. Dans un avenir où le virtuel et le physique continuent de s'entremêler, ne sont-ils pas précisément les mieux équipés pour inventer les supports de communication hybrides de demain? C'est une évidence. Des objets où le papier interagira avec les smartphones de manière que nous ne pouvons même pas encore concevoir. La matière, façonnée par l'intelligence humaine, a encore de nombreuses expériences sensorielles à nous offrir. L'innovation dans ce domaine émergera indéniablement des mains de ces créateurs possédant cette culture hybride à la fois numérique et industrielle. C'est ce qui conclut de manière passionnante cette plongée au cœur de l'industrie graphique. Chacun peut écouter d'autres podcasts sur d'autres formations, sur le podcast Choisis ta formation et ton métier et sur le YouTube Choisis ta formation et ton métier.